repartirez un peu plus informés sur les missions de l'UNAFAM et sur le travail qui se fait en réseau. Et sur le travail qui se fait en réseau autour de la maladie psychique au profit de personnes souffrant de ces troubles et de leurs familles. Et bien sûr, plus informés aussi sur le médicament. Tout d'abord, je tiens à remercier la direction de l'hôpital Saint-Jean de nous accueillir encore cette année à l'auditorium, un lieu qui est bien repéré maintenant. Je remercie aussi nos intervenants que je vais présenter dans un moment, qui ont accepté notre invitation à participer à cette soirée sans hésitation. C'est vrai qu'on a toujours un oui quand on demande au psychiatre de Tuire, il n'y a pas de souci. Quelques excuses, Monsieur le Préfet, en obligation de réserve en période électorale, Monsieur Bataillé, le directeur adjoint de l'hôpital de Tuire, Messieurs Boreil et Gorieux de l'ADAPI, Madame Gobière-Soyer, donc la présidente précédente, qui ne pouvait pas venir, Madame Turel, présidente de la Croix-Rouge, Madame Franc de ses hémotismes, qui est en déplacement, beaucoup sur les routes, et bon, je crois que c'est Madame Bernard de la Mutualité française, qui est une personne qui vient régulièrement à nos colloques, mais qui est dans le Gard aujourd'hui. Bon, cette soirée est organisée dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale, la SISM. Elle a lieu chaque année au mois de mars et c'est la 25e édition. Donc le thème de cette soirée, réflexion autour de la continuité des soins, prévenir pour une meilleure prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiques. Alors, les intervenants ce soir sont le docteur Colomès, pharmacien-chef de service du CH de Tuire, qui va nous parler de médicaments et d'ateliers autour de ces médicaments. Le docteur Boxus, médecin psychiatre du pôle centre, et plus précisément responsable de l'unité A du territoire urbain. Je ne me trompe pas? Voilà, chef de service de Perpignan. Et qui dirige également l'équipe mobile de psychiatrie sur Perpignan. Donc le docteur Boxus interviendra après la présentation sur le travail de l'UNAFAM. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'UNAFAM, il y en a peut-être ici ce soir, l'UNAFAM est l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. C'est un titre très long que nous on raccourcit, mais bon, c'est le titre exact. C'est une association nationale créée en 1963. Donc on a fêté les 50 ans l'année dernière par un congrès qui s'est tenu à Paris, qui est reconnu d'utilité publique, qui a pour mission principale l'accueil, le soutien, l'information, l'orientation et la formation des familles confrontées aux troubles psychiques d'un des leurs. En France, 2 millions de personnes souffrent de troubles psychiques sévères, les schizophrénies, les troubles bipolaires, les troubles obsessionnels compulsifs, appelés TOC, les troubles de la personnalité, du comportement alimentaire avec la boulimie et l'anorexie, et de dépression sévère et persistante. Les pathologies psychiatriques se trouvent au 3e rang des maladies les plus fréquentes après le cancer et les maladies cardiovasculaires. Elles concernent toutes les populations, sans distinction d'âge, de sexe ou de milieu social. Les causes sont multifactorielles, biologiques, sociales, psychologiques, environnementales. Elles apparaissent principalement à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, en principe entre 15 et 30 ans. Et elles peuvent être accentuées par la consommation de drogue ou par le stress. Donc les maladies psychiques ont un impact direct sur la vie de la personne. Souffrance, isolement, désocialisation, perte d'emploi, précarisation, errance, stigmatisation, mais également sur les proches, indispensables dans l'accompagnement et le soutien. Ces familles se trouvent, surtout au début de la maladie, dans l'incompréhension devant ces troubles, dans une grande détresse, et sont souvent démunies et isolées face à une maladie peu connue ou mal connue et porteuse de peur et de représentations négatives.
L'UNAFAM est une délégation, 66 est une délégation départementale dont l'objectif est de permettre aux familles de trouver de l'attention et de l'entraide. Les familles peuvent bénéficier d'un service téléphonique d'information et d'écoute, d'une permanence hebdomadaire tous les mardis après-midi, de rendez-vous individuels, d'un groupe de parole mensuel avec une psychologue, et en adhérant au niveau national d'une revue trimestrielle et de services du siège de l'UNAFAM. Il y a une écoute de famille avec des psychologues, des services d'une assistante sociale et un service de conseil juridique également. Les accueillants ne sont pas des professionnels et sont toutes concernées par la maladie psychique d'un proche. C'est un accueil de pair à pair. Et ça, c'est très important parce que c'est souvent ce que les familles viennent chercher. Des personnes qui vivent les mêmes choses qu'elles et comment elles s'en sortent. Donc c'est vraiment un accueil d'entraide. Donc l'aide aux aidants est indispensable car les proches sont les veilleurs au quotidien. 70% des personnes malades sont accompagnées par leur famille et vivent bien souvent chez celles-ci. Nous représentons et défendons également les patients et familles dans toutes les institutions médicales, sociales, médico-sociales et sociales où nous siégeons, publiques et privées, et participons à l'élaboration de la politique de santé dans le domaine de la psychiatrie au niveau des collectivités locales, territoriales et régionales. Nous participons aussi à des groupes de travail organisés par la ville, le conseil général. Donc la mise en place des 3 conseils locaux de santé mentale dans le département est une belle réalisation qui a fait avancer des projets répondant aux souhaits des familles. Monsieur Boxius va vous en parler dans son intervention, donc ce qui s'appelle « Construire le réseau pour créer du lien », réseau dont nous faisons partie. Voilà, je vais vous laisser la parole. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Tout d'abord un grand merci à madame Orlandi de me donner l'occasion de vous parler de ce grand travail qui se fait au niveau de Perpignan pour essayer de créer et d'avancer dans le réseau regroupant des structures sociales, médico-sociales, sanitaires et autres pour essayer d'améliorer la performance des prises en charge et l'efficacité des prises en charge de nos patients. Je vous parlerai plus spécifiquement de la naissance de l'équipe mobile de psychiatrie de Perpignan, Helios, qui a vu le jour, et fin de 2013, je vous offre un peu le bilan après 4 mois de fonctionnement. Donc un peu d'histoire tout d'abord. Donc sur Perpignan, il y a eu mise en place des ateliers santé-ville en 2008 et très rapidement on s'est aperçu qu'un des problèmes majeurs en termes de santé sur Perpignan touchait la santé mentale. Et rapidement aussi on a vu qu'il manquait un trait d'union là entre certaines situations et les prises en charge et les services de soins mis en place. Il manquait un maillon qui pouvait être connu par tout le monde, que tout le monde pourrait interpeller pour activer, pour essayer justement de lancer ces prises en charge, parce qu'on constatait que très souvent ça cafouillait, qu'il y avait des choses, des situations qui se perdaient et qui le plus souvent ne faisaient que s'empirer, terminant par des hospitalisations. Les ateliers santé-ville ont rapidement grandi et on est vraiment très très nombreux. Je pense que à peu près 80% des structures sanitaires, médico-sociales ou sociales sont représentées au sein des ateliers ville de Perpignan, ce qui a permis de se connaître. Donc on a beaucoup mieux travaillé ensemble avec un partenariat qui était quand même beaucoup plus efficace.
L'an dernier, on a commencé à échanger sur les pratiques en discutant autour de situations cliniques que les différents services amenaient, et sont émergés rapidement des besoins, avec envie de travailler ensemble. Dans cette logique, s'est créée l'équipe mobile de psychiatrie, et pour l'instant, nous travaillons plus spécifiquement sur la création d'une charte commune autour de la confidentialité du secret partagé, et vous le verrez, c'est en lien avec la création du Conseil local en santé mentale, puisque cette charte est surtout destinée à garantir le travail dans la cellule des cas complexes, mais je vous expliquerai un petit peu plus en détail comment fonctionne le Conseil local de santé mentale de Perpignan tout à l'heure. Dans la population générale, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même une croissance de la demande de prise en charge des troubles psychiatriques et psychiques et psychologiques. En cause, c'est sûrement aussi plurifactoriel. C'est d'une part conditions sociales, conditions socio-économiques, conditions environnementales, mais aussi la meilleure connaissance du public de la psychiatrie. Et les médias ont véhiculé quand même une image de la psychiatrie qui est autre actuellement qu'il y a encore 15 ou 20 ans. Ce qu'on remarque aussi, c'est que... Ouais, voilà. Donc, c'est que le dépistage précoce en psychiatrie est vraiment très difficile à réaliser au niveau de la prévention, parce qu'on se heurte très très vite à un risque d'atteinte à la liberté, puisqu'il faut quand même l'accord de la personne, et on sait quand même que l'accord de la personne est quelque chose qui est sujet à grand débat en psychiatrie, au contraire d'autres branches de la médecine où on peut faire signer un document au patient. Et le fait de ce dépistage qui ne se faisait pas suffisamment tôt amenait des crises qui le plus souvent se retrouvaient sur les urgences, se terminaient par une hospitalisation, avec des urgences qui sont un peu saturées, que ce soit en psychiatrie ou en médecine somatique. C'est un fait connu dans tout le pays et même dans toute l'Europe. Et donc, forcément, situation de crise, engorgement, donc pas nécessairement le temps de bien réfléchir, de bien orienter, avec parfois des hospitalisations qui peuvent être délétères et qui peuvent entraîner plutôt un passage vers une chronification qu'une aide réelle à la personne. Les situations de crise sur la ville de Perpignan, elles sont bien connues. C'est quand même une ville avec une population difficile qui est connue. Comme je vous le disais, on voit que les situations, alors qu'elles arrivaient à l'hôpital, ça c'est le regard que nous avions nous à Tuire, c'est que quand on voyait un patient ou une patiente, mais très souvent quand on reprenait son histoire, on voit que les difficultés avaient commencé bien avant le passage aux urgences, ou bien avant le passage chez le médecin traitant qui avait préconisé une hospitalisation. Et on est parti de l'idée que si on pouvait toucher ces personnes avant que la crise n'émerge, on éviterait l'escalade au niveau de la pathologie, on éviterait une hospitalisation, et on pourrait préconiser une prise en charge en ambulatoire en maintenant la personne dans son milieu, ce qui permet quand même une meilleure insertion sur le long terme. Toutes les études le montrent. Alors, la gestion de la crise actuellement n'était pas très satisfaisante, parce que d'une part les CMP sont engorgés, les CMP ne sont ouverts que pendant la journée, et comme je vous le disais, les urgences psychiatriques sont un peu saturées et font partie des urgences somatiques, font partie du même service. Et donc c'est vrai que l'accueil des patients est parfois un peu difficile à réaliser, on attend beaucoup, tout ça n'aide pas
la situation a bien évolué. Donc, après toutes ces réflexions, nous avons pensé à la création d'une équipe mobile en psychiatrie. D'un point de vue du cadre, le contrat local de santé qui avait été conclu entre la ville et l'ARS, c'était, je pense, en janvier 2013 ou en février 2013, c'était début 2013, a permis l'existence de ce projet, et le conseil de santé local de santé mentale qui s'est signé fin janvier 2014 a permis de concrétiser et d'inclure vraiment le travail de cette équipe mobile dans une approche large de la santé mentale. Alors, comment est organisé le conseil local en santé mentale de la ville de Perpignan? Et bien sûr, il y a une instance de gouvernance qui chapeaute tout et qui est représentée par le maire, par les élus concernés, le directeur du centre hospitalier de Tuire et les responsables médico-administratifs concernés. Ensuite, on est dans le truc qui est plus opérationnel avec un comité de pilotage qui regroupe pas mal d'acteurs comme le SAMU, la police, les pompiers, bien sûr l'hôpital de Tuire, l'ordre des médecins, l'association des usagers, enfin beaucoup de structures. Et ce comité de pilotage va déboucher sous 3 sous-cellules. Une qui va s'occuper plus spécifiquement de l'enfance et de l'adolescence, une qui va s'occuper de l'insertion des personnes en souffrance psychique, avec comme mission des soins et des suivis à domicile le plus possible et le plus souvent possible. Il y a une grosse problématique autour du logement dans le département et en particulier sur la ville de Perpignan, et d'ailleurs l'ARS a mandaté des personnes avec l'habitat insalubre. C'est une réelle problématique sur la ville, et favoriser aussi l'insertion professionnelle. Après, il y a la cellule des situations complexes, donc ce sont ces situations qui sont très souvent en grande difficulté sociale, en difficulté juridique, avec des gros troubles du comportement, qui sont totalement désinsérés, et où on remarque que ces personnes aussi, d'un service à l'autre, sans jamais trouver une réponse correcte, parce que la réponse, elle doit être plurifactorielle aussi. Et donc, on s'est dit qu'on allait se rassembler pour discuter, et c'est autour de la confidentialité et de la charte de confidentialité qu'on est en train de travailler pour l'instant, et on a encore travaillé cet après-midi pour mettre en route cette cellule, pour voir comment elle va fonctionner, dans quel cadre, et comment on va partager le secret avec différents acteurs, puisque seront présents des acteurs du sanitaire, mais des représentants des forces de l'ordre. Enfin voilà, donc ça pose quand même un problème de secret partagé, de qu'est-ce qu'on dit pas. Enfin voilà. Alors, l'équipe mobile dans tout ça, le but de l'équipe mobile, c'est d'intervenir dans des situations critiques. Situation critique ne veut pas dire situation en crise, ça veut dire situation qui pourrait devenir une crise. Et donc, on va s'appuyer sur tout le réseau qui est déjà existant et où on se connaît bien pour répondre à la demande des partenaires et pouvoir leur proposer une évaluation et une orientation d'une situation qui les interpelle et pour lesquelles ils nous contactent. Donc, plus on va prendre les choses tôt, plus aussi on peut espérer qu'il y ait une prise de conscience de la personne d'une maladie, et donc une meilleure adhésion aux soins, et donc une évolution qui va être meilleure. Et tout ça va aussi permettre de favoriser les relations interprofessionnelles sur le réseau sanitaire, juridique et social, parce que ça reste encore quand même fort cloisonné. Et puis aussi essayer d'œuvrer un peu à des images de la psychiatrie un peu moins asilaires
que ce qui se véhicule encore, même si on voit qu'il y a une très très nette amélioration dans la population générale à ce niveau-là. Ça reste quand même toujours très vrai, et notamment l'image de l'hôpital de Thuir reste quand même encore chargée d'une empreinte asilaire, même si on fait beaucoup de choses pour essayer de supprimer cette image-là, mais dans la population, pour pas mal, Thuir est encore l'hôpital pour les fous. Voilà. Donc, comme je vous le disais, donc, on va évaluer la problématique quand une demande va nous arriver, et on va essayer de proposer une orientation qui nous paraît la plus adaptée à la personne. Et donc, on n'est pas vraiment dans la prévention, puisque la prévention signifie on essaye que la maladie, enfin, on met en œuvre des dispositifs pour que la maladie n'apparaisse pas. Je ne pense pas qu'on en soit là. On est plutôt dans, on essaye de dépister précocement les troubles et de les prendre en charge précocement pour éviter une évolution qui va être péjorative, une évolution qui, si elle n'est pas prise en charge, va évoluer vers des états de crise, des hospitalisations itératives, des insertions de la personne qui va être de plus en plus importante. Et donc le but est d'agir plus tôt pour mieux agir et en tout cas éviter une évolution qui pourrait être délétère. Donc, je crois que je vous ai déjà dit une grande partie de cette diapo. Donc, les interventions précoces, on aura un peu plus de prévention. Le fait aussi de travailler avec les partenaires, on va pouvoir informer les partenaires, on va pouvoir leur donner notre point de vue. Et ça va peut-être aussi changer la façon dont les partenaires vont prendre en charge la personne, parce qu'ils ne se rencontreront plus tout seuls. Je ne dis qu'un travailleur social qui est devant une personne qui est franchement déprimée, avec des idées suicidaires, qui n'a pas besoin d'être hospitalisé, qui est toujours à domicile, sera quand même peut-être plus franche dans cette modalité d'action si elle se sait soutenue parce qu'il y a une prise en charge, parce que cette prise en charge se fait en collaboration, parce qu'elle sait que si elle est inquiète, elle aura une écoute. Donc c'est vraiment essayer de favoriser tout ce cursus que nous essayons de faire. Donc l'équipe mobile intervient sur tout Perpignan, donc sur tous les quartiers. Ça fait à peu près 120 000 habitants. Et l'équipe est composée de psychiatres et d'infirmiers. Elle pourra éventuellement s'étoffer si on nous en donne des moyens de psychologues ou de travailleurs sociaux. Pour l'instant, on travaille psychiatres et infirmiers. Alors, comment est-ce que ça marche? Eh bien, un de nos partenaires va interpeller l'équipe et va dire, voilà, moi j'ai une situation qui m'ennuie, qui m'inquiète, je voudrais bien que vous me donniez un petit coup de main là-dedans. Donc on va recueillir les données, on va analyser la situation et on va déjà proposer une première orientation au téléphone si ça nous paraît ne pas nécessiter une intervention et une évaluation par le psychiatre et par l'infirmière, ce qui arrive dans un certain nombre de cas. Si on programme une intervention, ce qui, vous le verrez, je vais vous donner quelques chiffres, on a 4 mois de recul, mais enfin c'est quand même parlant. On programme une intervention, on le fait entre 24 et 72 heures après la demande. On programme le rendez-vous avec la personne concernée et on demande au tiers demandeur qu'il soit présent, et un psychiatre et un ou une infirmière se déplacent au domicile de la personne, ou bien ça peut être dans le bureau d'un tuteur, ou ça peut être dans le bureau d'un travailleur social, pour rencontrer la personne, évaluer la situation et proposer des orientations qui paraissent le plus adaptées. Donc, comme je vous le disais, l'orientation, on va essayer de privilégier des orientations autres que l'hospitalisation
Et parfois aussi, on est amené à intervenir plusieurs fois chez la personne parce qu'il faut la sensibiliser et si on pose une indication d'un suivi en CMP, ben, il ne suffit pas de lui dire, il faut peut-être aussi l'accompagner jusqu'au CMP, il faut aussi être présent peut-être lors des premiers rendez-vous mais pour que le lien thérapeutique commence à se tisser avec la structure du CMP et que le suivi soit périn par la suite. Et c'est la même chose pour les autres partenaires. Donc, on s'articule très très fort l'équipe mobile sur les CMP, mais aussi sur les familles, sur les médecins traitants, sur tous les professionnels de la santé. Nous travaillons et nous avons un grand réseau déjà au travers des CMP où nous travaillons avec des infirmiers libéraux qui vont faire la dispensation du traitement et avec qui on aimerait approfondir un petit peu la collaboration et en tout cas la conceptualiser un petit peu plus, mais c'est quelque chose qui marche très bien. Et nous travaillons comme ça avec tout un réseau d'infirmiers qui nous donnent des nouvelles des patients, qui nous interpellent quand ils ne vont pas. C'est quelque chose qui va très très bien. Bon, collaboration avec les ateliers santé-ville, avec le SAMU, avec les forces de l'ordre. Et alors on a une spécificité, c'est un travail plus précis sur le campus universitaire de Perpignan. La faculté de Perpignan a une grande particularité, c'est qu'elle accueille beaucoup d'étudiants, c'est quand même une grosse faculté, et en particulier elle accueille beaucoup d'étudiants d'origine étrangère, parce qu'ils ont des conventions avec la Turquie, avec la Chine, enfin voilà, avec pas mal de pays. Et ces jeunes débarquent ici, sont très souvent complètement démunis. Il y a un service de santé qui existe sur le site de la faculté de Perpignan et qui d'ailleurs va s'agrandir. Et donc nous réalisons une permanence le lundi après-midi où nous travaillons avec le service de santé de la faculté de Perpignan où nous évaluons les personnes et nous les accompagnons vers une prise en charge. Ça nous paraît, c'est vraiment très important et effectivement on remarque qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont en difficulté et là pour le coup on agit vite, on agit jeune et on évite peut-être des dérapages et des ruptures dans le parcours scolaire. Enfin voilà, c'est un petit peu le pari que nous lançons. Alors, après 4 mois de recul, si on regarde un petit peu les chiffres, bien on voit que bon an, mal an, on a eu un tout petit peu plus de demandes concernant des femmes que des hommes, mais c'est vraiment pas significatif d'un point de vue statistique. Par contre, ce qui apparaît très clairement, c'est que c'est dans la frange d'âge de 25 à 45 ans qu'on est le plus interpellé. On l'est un peu aussi chez les jeunes 20-24 ans, mais peut-être que les statistiques là sont un tout petit peu faussées de par le fait qu'on a une action spécifique sur la faculté de Perpignan, où forcément nous nous adressons à des jeunes, donc ça fait chuter la moyenne d'âge. Et par contre, on voit qu'après 65 ans, on n'intervient plus tellement. C'est vrai qu'il existe aussi au niveau de l'hôpital de Tuire l'équipe mobile de psychogériatrie. Donc c'est vrai que pour les personnes de plus de 65 ans, si Helios est interpellé, une des orientations qu'on va essayer d'avoir, c'est un relais via l'équipe mobile de psychogériatrie de Tuire. Alors, les demandeurs, c'était assez intéressant de voir mais qui demande. Et on remarque que les premiers demandeurs sont les organismes de tutelle. Donc ce sont les tuteurs et les curateurs qui, en difficulté devant un de leurs protégés, nous interpellaient pour nous demander une évaluation. On a eu aussi des CMP. Alors c'était en fait des demandes qui, on peut l'espérer, arriveront moins. C'est nous a interpellés. Après, les familles moins. Les
travailleurs sociaux et structures médico-sociales commencent. Mais je pense aussi qu'on est dans un phénomène qui est nouveau, donc probablement que ce diagramme il va changer aussi au fil du temps. Alors, les orientations, donc vous le voyez, de façon majoritaire vers les CMP, donc vers des prises en charge hospitalières, vers d'autres partenaires. Alors par autres partenaires, on a fait des orientations, je pense à l'association Parenthèse, vers des suivis de psychologiques, ou des partenaires purement sociaux, parce que ça ne nous paraissait pas être du domaine de la psychiatrie et ça ne nous paraissait pas nécessaire d'enclencher un processus de suivi psychiatrique. Vers les urgences, très peu. Alors c'était une situation qui était déjà en état de crise, où nous sommes intervenus, où il y avait une personne qui nécessitait une hospitalisation, qui avait pris des toxiques et nous ne pouvions pas l'hospitaliser sans un passage par un examen somatique au préalable. Alors, quelques hospitalisations à Tuire aussi. Après, nous avons eu des refus d'orientation et nous avons aussi des demandes qui n'ont débouché sur aucune orientation parce que dans le fond, c'était pas si grave que ça. Alors, les limites qui sont posées, c'est les situations d'urgence qui nécessitent l'intervention des SAMU ou du pompier, parce que nous sommes une équipe mobile et nous ne sommes pas un SAMU psychiatrique. Je pense de toute façon que le SAMU psychiatrique ne serait pas fonctionnel et irait très vite à certaines dérives, entraînant, je pense, une recrudescence du nombre d'hospitalisations. Les enfants et les adolescents de moins de 18 ans, dans un cadre légal, nous ne pouvons pas intervenir sans un accord des parents ou des représentants légaux, et en 24 à 72 heures, il est utopique d'imaginer qu'on puisse l'avoir, même si en CMP, nous suivons des adolescents à partir de l'âge de 16 ans. Mais pouvoir faire une intervention alors qu'on n'est pas dans une situation aiguë de crise, nous n'aurons pas l'accord des représentants des parents pour pouvoir le faire. Et les personnes sur la voie publique ou en situation de grande précarité, dans la mesure où ces personnes sont déjà prises en charge avec le MAO, qui est un service d'accueil et d'orientation justement pour les personnes qui sont sans logement, ou plutôt SDF, qui sont dans une très grande précarité et donc qui travaillent déjà sur la ville de Perpignan. Donc nous travaillons avec eux, bien sûr, mais donc ça c'est plutôt leur registre d'intervention. Voici nos coordonnées, avec un numéro de téléphone que vous pouvez contacter. Et puis, merci de votre accueil et de votre